Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Rustica. Terre et humanisme qui porte et transmet depuis plus de 20 ans l'agroécologie et ses pratiques, expérimente depuis plusieurs années une technique qui stimule et dynamise les sols de manière significative, la litière forestière fermentée, aussi appelée lithofère. Facile à mettre en œuvre et peu coûteuse, cette technique permet de recréer la richesse de la litière forestière et d'engendrer une population de micro-organismes locaux, parfaitement adaptés à leur milieu. Arnaud Vance, jardinier et formateur en agroécologie, passionné par la transition du système alimentaire, se consacre pleinement à la mise en œuvre des futurs souhaitables au sein de l'association Terre et Humanisme. Il vous explique tout sur la technique de litière forestière fermentée dans ce podcast Rustica. Moi, je me présente, donc je m'appelle Arnaud Vance, je suis animateur et formateur en agroécologie depuis 2019, donc au sein de l'association Terre et Humanisme, donc qui est basée en Sud-Ardèche, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc l'idée de cette présentation, c'est de parler un petit peu de cette technique, un petit peu qui est assez récente, qui sont les litières fermentées, qui est récente en France, parce que c'est quelque chose qui est utilisé depuis environ une quarantaine d'années, beaucoup en Amérique du Sud, Amérique centrale, sous le nom des micro-organismes de montagne. Et là, le principe, c'est de reproduire en très grand nombre des micro-organismes du sol, et après pour réinoculer notamment des sols dégradés, ou pour faire en sorte vraiment d'augmenter significativement les micro-organismes bénéfiques à la fois pour les sols et les plantes. Donc on va utiliser le microbiote de zones qu'on a prédéterminées en avance. Ça peut être des zones des litières de forêt, ça marche bien dans certains cas, mais ça peut être tout à fait des litières de vos propres litières de votre champ, ou sous une haie bien préservée. Ça va fonctionner aussi. Et en fait, on va faire fermenter ça sur à la fois une première phase solide et après une seconde phase liquide. Il va y avoir une double fermentation qui va vraiment multiplier en très 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 grand nombre ces micro-organismes, à la fois bactéries, champignons. Et ça, on verra. Je vous montrerai plus tard dans les différentes étapes. Et vraiment, l'idée de base, c'est de réduire autant que possible les phytosanitaires pour vraiment faire en sorte d'avoir un sol le plus vivant possible, le plus sain possible, pour derrière avoir des plantes en bonne santé. Et après, l'objectif secondaire, c'est d'avoir des meilleurs rendements, mais c'est pas forcément la priorité à la base. Donc c'est depuis quelques années, les micro-organismes efficaces sont de plus en plus à la mode. Il y a beaucoup d'entreprises, de structures qui arrivent sur le marché. Nous ici, l'idée des litières forestières fermentées, c'est de faire quelque chose d'open source, low-tech, qui soit vraiment, l'idée c'est vraiment que ça soit le paysan, les jardiniers eux-mêmes qui utilisent ces préparations-là, qui les fabriquent par eux-mêmes, de manière vraiment, pas très chère. Hein. L'idée c'est vraiment quelque chose d'avoir d'économe, disons. Surtout aussi d'utiliser des micro-organismes qui vont être locaux, donc propres de son terroir, donc adaptés à ses conditions pédoclimatiques, donc adaptés à sa typologie de sol et à son climat. Pour quelques agriculteurs qui sont présents ici, j'imagine que vous connaissez le Bactériosol de chez Sobac. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est vraiment le grand classique en micro-organismes efficaces actuellement sur le marché, mais il y a énormément, ça explose. Donc il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Et donc je vais notamment vous parler d'un bouquin qu'on vient d'éditer il y a quelques mois. Donc c'est pas moi, je suis pas l'auteur. Donc ça s'appelle le manuel de la litière forestière fermentée, une préparation simple et économe pour des cultures vigoureuses, et audition du Rouergue. Je vais vous parler un tout petit peu quand même de Terre Humanisme pour ceux qui connaissent pas forcément. Donc c'est une association qui est aujourd'hui basée dans le sud d'Ardèche, à La Blachère. En tout cas, c'est le siège social. On a une vingtaine de salariés. Et l'objectif principal de Terre Humanisme depuis une trentaine d'années, c'est de développer l'agroécologie, faire rayonner l'agroécologie au sens large. Donc une agroécologie, il n'y a pas vraiment de définition aujourd'hui précise de l'agroécologie, en tout cas il n'y a pas de consensus. Et nous on promeut une agroécologie à la fois de changement de pratiques agricoles, mais en intégrant l'humain
l'aspect humaniste, l'aspect humain dans les systèmes. On cherche vraiment à avoir une vision globale, holistique, un peu comme la permaculture. La permaculture, c'est assez simple, il y a une définition. On sait que ça vient d'Australie, c'est assez cadré depuis le début. L'agroécologie, c'est beaucoup de mouvements différents qui sont passés à différentes périodes. Et nous, en tout cas, notre vision de l'agroécologie, portée par Terre Humanisme depuis maintenant plus de 30 ans, se rapproche énormément de la permaculture, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres structures qui portent de l'agroécologie au sens large. Moi-même, j'interviens de temps en temps sur des cours certifiés de permaculture à droite à gauche, et au sein même de l'équipe de Terre Humanisme, on a des formateurs qui interviennent en perma régulièrement. Donc Terre Humanisme, on touche majoritairement, en tout cas pour la France, des jardiniers, des paysans. Donc le centre qu'on a le mois de Beaulieu, du coup à la Blachère, c'est un centre de formation, donc au changement de pratique agricole, à la fois au jardin et en grande culture. On a aussi des lieux partenaires un petit peu partout en France. Et pour ce qui est de l'Afrique, on intervient surtout en pourtour méditerranéen et dans les pays d'Afrique de l'Ouest. En ce moment, on a une expat qui est au Burkina Faso, par exemple. Et donc, on a des projets de développement en partenariat avec l'AFD notamment. Et là, l'idée, c'est vraiment de former des paysans aux nouvelles pratiques en lien avec le changement climatique. Clairement, pour l'Afrique, c'est surtout ça, en tout cas, l'activité principale. Et l'idée, c'est qu'après, eux-mêmes deviennent des paysans animateurs et puissent former autour d'eux, sur leur territoire, aux bonnes pratiques. L'idée étant que les paysans deviennent le plus autonomes possible, à la fois en intrants, en énergie, etc., pour leur autonomie personnelle et aussi de leur territoire. Terre Humanisme, je ne l'ai pas forcément dit, mais certains doivent le savoir. Donc ça a été fondé à la base par Pierre Rabhi, et des connaissances à lui il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Donc Pierre Rabhi est décédé il y a quelques mois, et donc là sur la photo de gauche vous avez Valo Dantine qui travaille chez Terre Humanisme, qui est lui formateur paysan et aussi jardinier à ses heures en agroécologie depuis une quinzaine d'années chez Terre Humanisme, et lui c'est un passionné des préparations biostimulants, extraits fermentés, purins. Il est un peu touché à tout, et c'est lui qui est un peu tombé dans la marmite des micro-organismes efficaces il y a quelques années, et qui a beaucoup expérimenté, et d'où la parution du bouquin il y a quelques mois. Et on a aussi 2 publications qui sont librement accessibles sur notre site internet, donc terrehumanisme/publication, avec quelques PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Ça ne sera pas aussi poussé ou abouti que le bouquin, mais pour ceux qui ont envie de s'initier un petit peu, ça vous donne une très bonne base. Et donc pour revenir un petit peu sur l'origine des litières forestières fermentées, en fait c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein. Il y a toute une histoire un petit peu autour de ça. Donc les premiers à avoir expérimenté quelque chose d'équivalent, c'est les Coréens. Donc le docteur Cho Yan-kyu, j'espère que je prononce bien. Pour ceux qui connaissent, donc c'est le Korean Natural Farming. Certains le connaissent aussi sous le nom de JADAM. Là, l'idée de base, ça va être de récupérer des micro-organismes endogènes, mais à partir d'un substrat. Souvent, c'est du riz cuit. Et donc à la base, c'est vraiment une pratique qui était vraiment, entre guillemets, qui s'est faite beaucoup en laboratoire. Et petit à petit, certains paysans ou jardiniers se les sont appropriés. Et donc ça a vraiment, en tout cas en Corée, c'est une pratique qui a vraiment initié tout un mouvement de passage d'une agriculture dite conventionnelle à une agriculture plus du vivant. Ensuite, on a aussi au Japon, c'est assez développé, notamment via le professeur Iga, qui a développé ce qu'on appelle les EM aujourd'hui, ou le bokashi. Le bokashi, c'est quand même assez connu. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose de, entre guillemets, de breveté. En tout cas, il y a une propriété intellectuelle sur le bokashi. Le bokashi, c'est une sélection de 80 espèces de bactéries champignons, qui ont été sélectionnées à la base en laboratoire, et qui sont vendus ça marche très bien comme activateur de compost, pour accélérer la dégradation, transformation de la matière organique, mais certains aussi l'utilisent pour inoculer du terreau ou faire leur semis, des choses comme ça.
Donc ça, il y a une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ce professeur Iga. En fait, il travaillait lui sur des souches uniques de bactéries, champignons. Il regardait un petit peu en stérilisant certaines terres, en les rajoutant un petit peu s'il y avait des effets. Il trouvait pas grand-chose et un jour il a versé toutes ces souches comme ça mélangées sur sa pelouse dans son jardin. Il s'est rendu compte qu'à l'endroit où il avait tout jeté, en fait l'herbe était plus verte et ça poussait mieux. Donc il a commencé à se dire qu'en fait, en mélangeant des différentes souches, on avait des bien meilleurs résultats juste en inoculant des souches uniques. Et effectivement, aujourd'hui, tous les il y a deux grandes catégories de biostimulants, mais des biostimulants qui mélangent la plus grande diversité possible, à la fois en variété d'espèces, mais aussi en quantité, en général marchent beaucoup mieux et sont beaucoup plus aussi pérennes dans le temps. Et nous, voilà. Après, la seule problématique, entre guillemets, le seul point un petit peu négatif par rapport au bokashi, c'est que là, on va travailler sur des micro-organismes qui sont non endogènes, c'est-à-dire qui sont pas de notre terroir, donc qui seront pas forcément adaptés, à nos sols ou voilà, à notre climat. Donc ça va potentiellement fonctionner, mais c'est aussi des micro-organismes qui vont pas forcément rester longtemps, ou du coup qui ont une durée d'action limitée dans le temps. En ce qu'on appelle l'effet barrière. En fait, quand on a des sols comme ça qui sont assez vivants, assez diversifiés, que ce soit des micro-organismes de l'extérieur ou même des pathogènes, ont du mal à s'implanter, tout simplement parce que la place est déjà occupée. Voilà, donc c'est potentiellement une limite du bokashi. Et aussi, ça entretient, entre guillemets, quand même une dépendance au niveau du coût. C'est quelque chose qu'il faut racheter en permanence, alors que sur les litières forestières fermentées, ou disons les litières fermentées en général, on est vraiment sur une autoproduction, et c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Le professeur Iga, en fait, il a fait entre guillemets des petits. Donc c'est une méthode qui s'est beaucoup implantée en Amérique centrale et en Amérique du Sud, donc notamment au Costa Rica dès les années 80. Et donc il y a eu une diffusion comme ça paysanne des micro-organismes efficaces. Alors là-bas, il y a plein de noms différents, mais dans les pays où c'est le plus implanté, ça va être le Brésil, le Costa Rica, Cuba, la Colombie, et donc des pays plutôt à climat chaud, tropicaux, très humides. Et là-bas, ils appellent ça les micro-organismes de montagne, micro-organismos de montañas. Et donc, ils sont vraiment sur une des techniques très artisanales. Et pourquoi ils appellent ça micro-organismes de montagne ? Parce qu'à l'origine, ils allaient chercher les litières qu'ils allaient faire fermenter dans des endroits entre guillemets protégés, où il y avait eu assez peu de perturbations de l'homme, donc potentiellement des endroits avec énormément de diversité de micro-organismes et très peu de pathogènes. Mais encore une fois, c'est pas une obligation d'aller chercher d'aller glaner ces litières dans des endroits comme ça. Et donc, en tout cas en Amérique du Sud, et centrale, c'est vraiment une technique qui a été intégrée par la paysannerie locale depuis pas mal d'années et qui se diffuse de plus en plus. Et dans leur préparation, ils intègrent bien sûr du coup des litières qui vont chercher soit localement, soit dans des zones préservées. Ils intègrent aussi des poudres de roches volcaniques donc ils font aussi fermenter. C'est vraiment tout un tas de mixtures qui est assez différente d'un pays à l'autre, parce que aussi ça va aussi dépendre du climat, des sols de chacun. C'est assez diversifié comme pratique. Il y a l'idée de la litière forestière fermentée, ça a été de l'adapter un petit peu à notre climat tempéré et à nos ressources locales. Donc je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur comment on la fabrique. Je vais aussi vous parler de Cuba. En fait, on a fait un voyage d'études avec Terre Humanisme en 2013 à Cuba. Donc à l'époque, c'est Dorian Félix, peut-être que certains connaissent, qui a écrit un peu une thèse sur ces préparations-là spécifiques. Donc a fait une compilation de documents et scientifiques, empiriques beaucoup, et des témoignages autour de ces préparations-là et des micro-organismes dans le monde paysan. Et en fait, de retour en France, Terre Humanisme a été très interpellé un peu par ces dispositifs, par ces méthodes, et on a commencé à y réfléchir, à expérimenter, à essayer d'adapter aussi cette méthode à nos climats tempérés. Et on a fait énormément de pratiques. Alors il y a
voilà, il y a de plus en plus de chercheurs qui commencent à s'intéresser à ça. Il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites en Amérique du Sud centrale, mais en France, c'est un peu balbutiant. On travaille un petit peu avec l'IRD, mais on est encore aujourd'hui beaucoup sur des résultats empiriques. Donc, globalement, tout ce que je vais vous dire là est sujet à débat scientifique. Je pense qu'on est encore au tout début de tout ça. Il y a encore énormément de choses à chercher, à essayer de comprendre. Il y a une telle diversité de micro-organismes et une telle diversité aussi de sols en France que je pense que c'est assez compliqué. Mais en tout cas, empiriquement, on a des résultats, mais à creuser. Et donc en France, à partir de 2016, on a commencé à expérimenter ça sous nos latitudes. On a beaucoup utilisé ça, nous, au début, comme pour inoculer des phytoépurations, pour nettoyer des mares, assainir des eaux stagnantes. Ça marchait très bien. Et puis petit à petit, on a de plus en plus expérimenté, pour inoculer des terreaux, aussi en élevage, assainir des bergeries. Ça. Vu que c'est des accélérateurs de dégradation de la matière organique, en général, les éleveurs ont des très bons résultats aussi, diminution des odeurs dans les bâtiments, du nombre de mouches. C'est des petits exemples. Et donc justement, pour vous faire un petit point sur les biostimulants, donc là on parle pas de biofertilisants. Un biofertilisant, on est sur des éléments qui vont apporter beaucoup d'éléments minéraux directement assimilables pour les plantes, notamment l'azote, phosphore, potassium. Là, les biostimulants, on est vraiment sur quelque chose qui stimule la vie du sol et qui va augmenter l'activité microbienne ou bactérienne des sols. Donc les biostimulants, c'est pas du tout nouveau. Le compost, le compost est entre guillemets un biostimulant. On va multiplier en grand nombre des micro-organismes. Et on peut aussi parler des extraits fermentés, ce qu'on appelait purins il y a encore quelques temps, qui aussi sont très connus. Là, pour ceux qui ont envie de creuser un petit peu les extraits fermentés des purins, je vous conseille les livres d'Éric Petiot, qui sont vraiment hyper intéressants là-dessus, notamment, il a écrit pas mal, mais un de ces derniers, soigner les plantes par les plantes, qui est vraiment très intéressant. Donc les extraits fermentés, nous on les appelle plus purins parce qu'aujourd'hui on les fait fermenter donc sans air, en anaérobie, plutôt en fermentation lactique, un peu comme les litières forestières fermentées, et ça va permettre une meilleure durabilité du préparat et aussi une meilleure action. On a aussi les thés de compost oxygénés qui sont du coup un biostimulant. Là, l'idée, c'est de prendre un compost assez mûr, sain, et on va l'intégrer dans de l'eau, et on va oxygéner cette eau pendant 24 heures, 48 heures, et ça va démultiplier en grand nombre certains types de micro-organismes. Voilà, donc ça, c'est encore un exemple. Donc les micro-organismes de montagne, je vous en parlais tout à l'heure. Les micro-organismes efficaces, donc avec le bokashi, on l'a vu. Et je vous ai aussi mis la bouse de corne, qui pour moi est aussi un biostimulant, donc la préparation 500 en biodynamie. Donc la 500, pour ceux qui connaissent pas, on va faire fermenter de la bouse de vache sous terre dans des cornes, et suite à ça, cette bouse de vache fermentée, on va la pulvériser au printemps souvent dans nos cultures, voilà. Et donc potentiellement on va inoculer avec énormément de micro-organismes aussi via cette pratique. Alors moi je connais pas très bien la biodynamie, mais en tout cas pour moi ça reste un biostimulant. D'ailleurs on a un chercheur de l'INRA il y a pas longtemps qui s'appelle Lionel Ranjar, donc c'est un microbiologiste qui a travaillé sur l'Atlas français de la vie des sols, et donc il a essayé de comparer un petit peu différentes pratiques agricoles par rapport à la bonne santé des sols, mais en termes de microbiologie, et il a trouvé que les pratiques biodynamiques justement favorisaient une bonne activité microbienne des sols, et voilà, donc c'était juste un petit exemple pour vous dire que voilà, en biodynamie en tout cas on a sûrement des pratiques qui favorisent la santé de nos sols, et notamment leur microbiologie, pour bien vous différencier ce qu'était un biostimulant des biofertilisants. Donc les biostimulants ont un effet dynamisant sur la vie du sol,
et aussi bien sûr sur la plante et sur tout le système immunitaire de la plante. La plante va avoir beaucoup plus de facilité à résister à un pathogène. Souvent le pathogène j'aura même pas la place de s'implanter parce que il y a énormément de micro-organismes déjà présents en symbiose avec la plante. Donc on apporte donc des microbes, bactéries, champignons, mais aussi de certaines molécules qui sont issues de la fermentation, donc des acides aminés, des enzymes. Voilà, et alors que les biofertilisants, on est à la fois sur un biostimulant, mais en plus on ajoute des substances nutritives, donc ça stimule et nourrit. Donc par exemple un extrait fermenté d'ortie, on est à la fois sur une fermentation, mais potentiellement on va avoir des éléments solubles riches, par exemple, notamment en azote, qui vont aussi nourrir les plantes. Hop, ouais, nickel. Donc là c'est juste un petit slide pour vous rappeler qu'en agroécologie, vraiment le sol, c'est vraiment l'élément principal. C'est vraiment là-dessus qu'il faut faire le plus attention, qu'il faut apporter le plus de soins. À partir du moment où on a un sol bien vivant, potentiellement la plante elle va se débrouiller toute seule et on n'aura pas grand-chose à faire. Et puis les sols sont vraiment hyper importants à bien soigner, à nourrir les sols, très important de nourrir les sols, donc toute la microfaune du sol, donc via des couverts végétaux, via l'apport de matière organique. Là vous avez ce matin d'ailleurs il y a eu Marc-André Sellos qui a fait une conférence ici à 11h30. Je ne sais pas si certains y étaient, mais il a écrit vraiment des super ouvrages sur la microbiologie des sols, la pédogénèse, etc. Donc je vous conseille notamment son dernier livre qui est vraiment hyper intéressant, Marc-André Sellos, je pense qu'il doit être en vente un petit peu partout sur le salon. Faut savoir que il y a 25% de la biodiversité terrestre mondiale qui se trouve dans nos sols et c'est encore un élément qu'on connaît assez peu, les sols au final. On sait pas encore très bien comment ça se passe, il y a encore énormément de recherches à faire autour de ça. Surtout qu'on a notamment en France, on a énormément de différents des climats différents, des types de sols différents, donc, clairement des microbiologies des sols qui vont être complètement différentes d'une région à l'autre. Les sols sont en tout cas des sols vivants sont extrêmement riches et diversifiés en micro-organismes. Là, je vous ai mis un petit peu sur 1 hectare de sol, classique, ce qu'on pouvait y trouver en termes de masse. On a en moyenne 3,5 tonnes de champignons à l'hectare. On a 1,5 tonnes de bactéries, 3 à 6 tonnes de racines, de matière organique entre guillemets encore vivante, et 1,5 tonne d'animaux comme notamment les vers de terre, les laboureurs du sol, mais des collemboles, des nématodes, et on peut arriver jusqu'à 4 tonnes à l'hectare de vers de terre sur des prairies normandes. C'est vraiment énorme. Donc là maintenant on va rentrer un peu plus en détail sur justement un petit peu qu'est-ce qu'on trouve dans les litières forestières fermentées. Donc à la fin de la seconde fermentation, donc vraiment ce qu'on va utiliser en inoculation ou en pulvérisation. On a une majorité de ferments lactiques. En fait, la litière forestière fermentée, elle va être la fermentation va être régulée par des ferments lactiques. Donc on y met du petit lait pour lancer la fermentation. Et donc forcément à la fin on retrouve 90% du bactéries qu'on retrouve sont des ferments lactiques, et ensuite on va retrouver des bactéries fixatrices d'azote, azobactères ou rhizobium. Les bactéries type rhizobium, vous les retrouvez souvent sur les légumineuses. Elles font des petites boursouflures au niveau des racines, donc c'est des bactéries qui vivent en symbiose avec la plante, et donc la plante la nourrit via du sucre qu'elle produit via la photosynthèse, et en échange c'est des bactéries qui vont réussir à capter l'azote de l'air et du coup et retransmettre une partie à la plante et aussi au sol. On trouve aussi des bactéries photosynthétiques type cyanobactéries, pseudomonas, des actinomycètes, des levures, et enfin des champignons filamenteux, fermenteurs ou aussi mycorhiziens.
Alors bien qu'on soit sur une fermentation anaérobie sans air, on a quand même des champignons. Donc ça pour le coup on l'explique pas encore complètement. Il y a quand même un petit peu d'oxygène à la base dans la préparation. Donc il y a quand même des bactéries champignons qui devraient pas forcément être présentes mais qu'on retrouve quand même. Donc voilà, donc ça par exemple c'est quelque chose qui reste encore à étudier. Pour rentrer un peu plus alors je vais pas rentrer dans tout le détail de ce qu'on retrouve dans la litière forestière fermentée, mais en tout cas dans ce qu'on retrouve principalement, notamment les ferments lactiques. Les ferments lactiques, ils sont très intéressants à la fois pour la fermentation, parce que c'est eux qui vont réguler la fermentation et faire en sorte qu'il y ait pas de pathogènes, ou s'il y a des pathogènes à la base, en tout cas ils vont être éliminés via les ferments lactiques. Les ferments lactiques, ils sont aussi très intéressants parce qu'ils orientent la dégradation de la matière organique vers des molécules complexes qui sont souvent moins lessivables et du coup qui favorisent la création d'humus dans les sols. Donc c'est aussi des ferments qui vont améliorer la structure du sol petit à petit. Ils aident aussi à décomposer la lignine et la cellulose en symbiose avec d'autres éléments. Et aussi, on peut aussi les utiliser, on le verra tout à l'heure, donc la litière forestière fermentée, en probiotique aussi, entre guillemets, en alimentation pour certains animaux. Et ça va agir comme un probiotique. Donc on a aussi des bactéries fictatrices d'azote. On trouve souvent ce type de bactéries en bord de rivière. Donc c'est des unicellulaires qui vivent en colonie, donc en symbiose avec les végétaux, leurs hôtes, et donc qui vivent dans le sol et fixent l'azote de l'air, donc comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc justement par rapport à la litière forestière fermentée, quel type de litière déjà et où la trouver. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc c'est une technique qui est simple, peu onéreuse, accessible à tous. Après, c'est bien en général quand on fait ce type de préparation de le faire à plusieurs. Ça prend quand même pas mal de temps. Il faut se prendre une demi-journée. Et surtout, on va produire quand même une assez grande quantité. Avec 1 mètre carré de litière, on peut traiter à l'année 1 hectare de sol. Donc on a un rapport environ 1 pour 10 000. Donc faut vraiment clairement pas des grosses quantités. Là vous avez une photo de litière intermédiaire. Donc en fait on récupère, on va pas récupérer ni la litière qui est vraiment directement en contact avec le sol, ni la litière, donc les feuilles, notamment si on est sur de la forêt, ni les feuilles qui viennent de tomber. On récupère vraiment la litière intermédiaire, donc qui est vraiment le plus riche en micro-organismes, celle qui est souvent blanche comme un mycélium. Il faut, au niveau des choix, il faut essayer d'aller sur des endroits, faut essayer de diversifier au maximum les différentes litières qu'on va aller chercher. Ça peut être en forêt. Nous, on aime bien aussi prendre des litières sous des bambouseraies. En général, c'est très riche. Et le bambouseret, donc c'est un bois imputrescible qui est très dur à digérer. Donc, on est souvent sur des microflores qui vont être vraiment adéquates pour après utiliser la litière forestière fermentée en activateur de compost ou en choses comme ça. Et on peut aussi aller chercher ces litières sous des haies assez vieilles qui sont assez préservées, voire même directement dans vos zones de culture si vous êtes assez sûr si vous avez déjà des bonnes pratiques de base et donc vous avez des sols déjà bien vivants sans pathogènes. Donc au niveau des étapes de préparation et déjà un petit peu les ingrédients. Donc déjà de la litière. Donc ça va être quelques kilos de litière. Là c'est sur une préparation si on part sur une solution mère d'environ 200 litres. Donc nous on y ajoute aussi du sucre. Donc en général c'est de la mélasse de betterave. C'est ce qui est le moins cher sur le marché. Et en plus dans la mélasse vous avez pas mal de minéraux qui restent, qui vont être intéressants pour la bonne fermentation. Donc ça c'est plutôt le sucre, c'est plutôt un élément qui va être nourrissant pour les bactéries. Ensuite on a en source d'amidon de fibres, on ramène du son de céréales. N'importe quel son, ça peut être du blé, du riz ou de l'avoine. Ça peut être aussi intéressant d'ajouter aussi des sources de minéraux, mais ça c'est pas une obligation, ça peut être un peu de cendre ou aussi des poudres de roche. Alors ça sur les poudres de roche, il y a très peu en tout cas en France, de recherche là-dessus.
mais il y a beaucoup en tout cas de paysans qui ont vraiment des super résultats en ajoutant dans leur fermentation des poudres de roche. Donc là, on est plutôt sur de l'apport d'oligo-éléments sur nos plantes. Donc, voilà, quand on part là-dessus, c'est bien d'avoir fait quand même des études de sol pour voir un petit peu si on a des éléments déficitaires dans nos sols. Et à ce moment-là, apporter ces poudres de roche, donc c'est des oligo-éléments qui manquent dans nos sols, via des fermentations. Donc c'est-à-dire des éléments qui ont été pris en charge déjà par le vivant. En général, ils vont être beaucoup plus facilement assimilables derrière, à la fois par les sols et par les plantes dans un second temps. Donc bien sûr, il faut de l'eau, idéalement de l'eau de source. Et si vous prenez de l'eau du réseau, faut faire évaporer le chlore pendant quelques jours, minimum 24 heures. Parce que le chlore, clairement, c'est pas l'idéal pour faire des fermentations. Et enfin, une source de lactobacillus, donc pour que ça soit une fermentation lactique, et en tout cas pour que ça parte sur une fermentation lactique en anaérobie, donc du petit lait. Donc, en tout cas, en milieu rural, du petit lait, c'est très facile à obtenir. Après, pour les jardiniers amateurs, ça sera un peu plus compliqué, mais voilà, ça se trouve quand même facilement. C'est considéré encore beaucoup comme un déchet, donc ça se trouve facilement. Après avoir un peu récolté comme ça tous les différents éléments, on va pouvoir passer à la fermentation, en tout cas de la solution mère. En fait, il y a une première fermentation qui va durer environ 30-40 jours. Donc là, vous avez une première photo qu'on voit, on ne voit pas très bien, mais où en fait on est plusieurs à mélanger tous les éléments ensemble. Donc pas encore le sucre, mais en tout cas tout ce qui va être feuilles, litière, amidon. Voilà. Et ensuite on va remplir des gros bidons bleus qu'on va tasser régulièrement pour vraiment chasser l'air au maximum, un peu comme si on faisait une choucroute. Et après quand on referme ces bidons, on va faire en sorte de chasser au maximum de l'air. Donc là, en général, on met une bâche plastique ou qu'on remplit d'eau, enfin vraiment, et pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'air possible dans la préparation. Voilà. Donc là, on est sur la préparation la préparation secondaire. Donc on a déjà une première fermentation qui a multiplié en très grand nombre des micro-organismes qu'on allait chercher. Et on va refaire une seconde fermentation qui va être, elle, liquide. Donc en fait, on va prendre un tout petit peu de cette solution mère et qu'on va remettre dans un nouveau bidon, qu'on va refaire fermenter, notamment en remettant du sucre, toujours en anaérobie, donc sans air, toujours pour rester sur une fermentation lactique. Et après, c'est le résultat de cette seconde fermentation qu'on va pouvoir utiliser pour inoculer en aspersion ou pour nos terreaux, pour inoculer nos semis. Voilà, enfin tous les types de préparations qu'on peut avoir. Donc vraiment, comme je le rappelle, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de reproduire vraiment par milliards, enfin énormément des micro-organismes qu'on a sélectionnés à la base, pour après des micro-organismes du coup bénéfiques qui vont pouvoir servir pour la santé de nos sols et des plantes. Donc là c'est quelques différents types d'utilisation qui peuvent être possibles pour la litière forestière fermentée. Nous, on l'utilise beaucoup comme activateur de compost. Donc en fait, ça va accélérer grandement la transformation de la matière organique dans nos composts. Donc c'est à la fois bien et pas bien. Bien dans le sens où ça va, vous allez pouvoir utiliser vos composts beaucoup plus rapidement. Mais si vous laissez votre compost et vous l'oubliez, potentiellement aussi c'est un compost qui va perdre en qualité plus rapidement aussi, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément. Faut bien réfléchir à l'utilisation qu'on en a. Et en tout cas pour les sols, ce qu'on a vu pour le moment, c'est que ça améliore la structure des sols. On a une meilleure rétention d'eau, potentiellement aussi moins d'érosion. Et ça va être aussi intéressant pour lutter contre des pathogènes. On est toujours dans l'objectif de réduire l'utilisation des phytosanitaires. Et on n'est pas forcément sur une recherche de rendement, de meilleur rendement. On est vraiment sur la santé du sol, la santé des plantes. Voilà, c'est vraiment l'objectif principal. Même si certaines personnes peuvent avoir des résultats assez impressionnants en termes de rendement, mais c'est pas l'objectif principal. Ça a aussi un très bon effet sur l'eau et l'assainissement des eaux. Nous, et surtout sur l'aspect eutrophisation, pardon. Vu qu'en fait c'est des éléments qui vont consommer énormément la matière organique et qui vont les faire flocculer dans le fond de la mare.
Ça permet vraiment, si vous avez une marque un peu croupie, en quelques semaines, l'eau redevient claire. C'est assez impressionnant. C'est utilisé aussi pas mal en élevage, comme je disais tout à l'heure, en assainissement des litières. Et aussi certains l'utilisent en complément alimentaire, en probiotiques. Voilà. Moi, je sais que mon collègue Valo, que certains appellent Valoramix, il envoie de temps en temps de la litière forestière fermentée. Il n'y a pas de risque particulier. Après, je ne sais pas si c'est un effet bénéfique pour la santé, je pense. Juste un rappel que les litières forestières fermentées, on n'est pas sur quelque chose une formule magique. Ça peut rendre service sur sol dégradé. Ça va accélérer la régénération de certains sols. Mais si vous êtes déjà sur des bons sols, avec une vie du sol où ça se passe bien, où vous avez déjà de base des bonnes pratiques agroécologiques, c'est pas forcément une pratique qui va vous intéresser. C'est plutôt une pratique pour des personnes déjà expérimentées, qui maîtrisent déjà énormément d'autres pratiques de base. Donc vraiment l'idée c'est vraiment de prendre, en agroécologie au sens général, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va vraiment soigner nos sols en priorité. Vraiment, nos sols, c'est la base, et après, si on a des bons sols, la santé de la plante, les rendements vont suivre derrière. C'est un peu l'idée à retenir. Et donc en pratique agroécologique, avant d'utiliser ces litières fermentées, même ces biostimulants, faut déjà essayer de travailler au maximum ces couverts permanents, couvrir de manière permanente ces sols, soit de matière organique, soit en engrais verts, ou en tout cas en plantes vivantes. Travailler sur des rotations, des associations, la mise en place de compost qui va aider à prédigérer les matières organiques, et bien sûr favoriser la biodiversité. À la fois sauvage, ça c'est très important, surtout actuellement, et aussi la biodiversité cultivée. Je vous ai mis aussi agroforesterie. À retenir, c'est que c'est une pratique qui peut être intéressante, qui peut rendre service, mais ça remplace pas du tout les autres pratiques agroécologiques. C'est vraiment un plus. Et puis pour rappel, si certains sont intéressés, pour creuser un petit peu ces questions de biostimulants, un petit peu, et puis vraiment la litière forestière fermentée en particulier, vous pouvez retrouver 2 PDF librement accessibles sur notre site internet, donc terrehumanisme.org/publication. Et autrement, nous on a un stand ici, on est entre la ferme du Bec et Loin et l'association Sève, juste à l'entrée du salon Permae. Et moi, je serai présent d'ailleurs ce soir, et aussi toute la journée demain, pour ceux qui voudraient creuser, ou aussi parler de terre-humanisme en général, de nos actions en Afrique, ou aussi des formations qu'on donne à la fois sur nos lieux partenaires partout en France, ou au mois de Beaulieu en Sud-Ardèche. Merci. Merci d'avoir suivi notre podcast, et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.